Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Ousmane Sonko n'a pas déposé de plainte contre le Sénégal. Il s'agit plutôt d'informations. Ces précisions sont de la procureure générale de la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda était en conférence de presse ce matin. 320 millions pour des routes de qualité. La voirie de la cité d'Ilimbaï bénéficie du projet du FERA. Le maire de Yoff a lancé les travaux ce matin. Les Sénégalais du Burkina Faso mis au parfum du projet des 100 000 logements sociaux. Une délégation gouvernementale conduite par la secrétaire d'État Victorine Dey s'est déplacée au pays des hommes intègres. Et puis la France-Afrique autrement est notre article de la semaine. El Hadj Malick Cissé pour les détails en fin d'édition. Bienvenue à tous. Plainte de Ousmane Sonko, les précisions de la procureure générale de la CPI. Il s'agit plutôt d'informations reçues par la juridiction. En conférence de presse ce matin, Fatou Bensouda annonce que la juridiction est dans une phase d'analyse de toutes ces informations avant de donner un avis. Fatou Bensouda est également revenue sur le conflit israélo-palestinien. Elle annonce une enquête ouverte, selon elle, pour situer les responsabilités. Le compte-rendu de Abdourahmane Ly. Premier pays visité dès sa prise de fonction et le dernier avant de quitter son poste de procureur général de la CPI. Les événements de mars dernier n'ont pas échappé à l'attention de Fatou Bensouda. La plainte annoncée contre l'État du Sénégal à la CPI découle de ces moments de violence. Fatou Bensouda révèle que la Cour est pour le moment dans une phase d'analyse de toutes ces informations. Vous parlez de plainte, mais nous, à la Cour pénale internationale, on parle d'article 15. Cet article consiste à permettre à tout un chacun de donner des informations à la CPI concernant son pays. Mais bien sûr, nous vérifions toutes ces informations avant que la Cour n'intervienne dans le vrai sens du terme. Actuellement, nous sommes dans cette phase. Beaucoup nous ont envoyé des informations sur les événements de mars dernier, mais nous vérifions encore. Par ailleurs, la CPI a ouvert une enquête pour situer les responsabilités dans le conflit israélo-palestinien. Fatou Bensouda révèle que la Palestine a saisi la Cour de la Haye depuis 2015. La CPI s'est assurée de sa compétence sur ce dossier avant de s'en saisir, nous dit la procureure générale. Il faut à la Cour des preuves et des informations fiables avant de se déclarer compétente à se saisir d'un quelconque dossier. Après que nous avons eu des informations que nous avons bien vérifiées, je suis allée voir les juges pour leur dire que tous les critères sont aux normes pour nous intéresser au dossier de la Palestine et ouvrir une enquête. Les juges ont donc décidé d'ouvrir cette enquête le mois de mars dernier sur le conflit israélo-palestinien. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, faute de preuves, les juges ont tout bonnement décidé d'acquitter l'ancien président Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Une affaire très complexe, précise la procureure générale de la CPI. Ce dossier a fait plus de 2 ans. Même les juges avaient du mal à s'entendre sur un verdict. Pour vous donner une idée de la complexité du dossier, 3 juges étaient pour l'acquittement et 2 contre. Maintenant, du moment où c'est la majorité qui l'emporte, je ne peux rien faire d'autre si ce n'est respecter leur décision. Là, je ne peux plus rien faire, car il n'est plus possible de faire appel. D'autres dossiers nous attendent. La procureure générale de la CPI s'est épanchée sur les sanctions qui lui avaient été infligées par l'administration Trump. Fatou Bensouda regrette les blocages induits avant l'arrivée de la nouvelle administration.
Pour rappel, Fatou Bensouda a pris fonction en 2012. Après son mandat de 9 ans, elle sera remplacée en juin par le Britannique Karim Khan en tant que procureur général de la Cour pénale internationale. Les conflits fonciers toujours aussi récurrents dans le département de Rufisque. Cette fois-ci, c'est un site d'1,5 hectare qui fait l'objet du litige dans la commune de Rufisque-Ouest. Les populations propriétaires dénoncent l'utilisation de faux documents par les promoteurs immobiliers et comptent s'opposer fermement à ce qu'elles appellent un accaparement organisé. Mamadou Diop Tchoun, au conseiller des collectivités territoriales et au micro de Baba Karsek. En ce moment où je parle, il y a une violation foncière ici à Amber qui se constate dans la commune de Rufisque-Ouest. Mais je voudrais m'adresser à Monsieur Excellence, Monsieur le Président de la République, pour rappeler que la collectivité Lébou, après de multiples agressions contre leur patrimoine foncier et leur dignité, s'oblige aujourd'hui à une mobilisation pour faire à terme cet accaparement structuré et programmé des terres où chaque conclusion d'un dossier implique ou dévoile la complicité agissante de votre administration domaniale, voire même la mauvaise volonté de rendre justice aux victimes. Ce dont il est cas aujourd'hui concerne la zone de Mber à Rufisque-Ouest qui rappelle le nom authentique de Mberem Gate ou Gorée depuis la nuit des temps. Comme nous l'avons dénoncé sans solution de justice ou réaction aucune, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la République Lébou, nous disons que la récréation est terminée. Le moment est venu de s'affirmer devant les agressions foncières, car nos propriétaires foncières sont dans les annales des registres fonciers coloniaux et les registres des hypothèques foncières, un héritage de l'ancêtre Lébou. C'est dans un contexte de turbulence que certains prédateurs du foncier se découvrent dans les villages environnants des communes de Mbambilor, Rufisque, Sangam, Diamniadio, Djahaï, Peul et Seboukoutane par des actions d'accaparement en violation successive de l'alinéa de l'article 60 de la loi 76-66 portant code du domaine de l'État. Et démarrage des travaux de rénovation de la voirie de cité Djilimbaye. Ce projet estimé à 340 millions a pour but la réfection des routes selon le fonds d'entretien routier FERA qui est chargé du financement. La durée des travaux est de 6 mois. Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff, a procédé ce samedi au lancement des travaux. Le compte rendu de Mam Seynabou Babou avec Augustin Mandan. Les travaux de rénovation de la voirie de la cité Djilimbaye ont été lancés ce samedi par le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce projet financé à hauteur de 340 millions de francs CFA par l'entreprise FERA. Objectif, réhabiliter les routes de la cité Djilimbaye. La garantie que je peux donner à monsieur le maire et aux populations de cette cité, c'est que les travaux seront de très bonne qualité. On vous accompagne en apportant le financement, mais on vous accompagne aussi par notre expertise. Et notre credo, c'est de réaliser des routes de très bonne qualité, d'excellente qualité. Le maire de Yoff et les habitants de la commune ont hâte de constater l'amélioration de leur cadre de vie. Aujourd'hui, le FERA est une fierté nationale, s'est engagé avec notre commune à réhabiliter la voirie de Djilimbaye. Nous voyons effectivement ici les populations de Djilimbaye qui sont extrêmement fières et qui aujourd'hui ont manifesté leur espoir de voir ces travaux se réaliser dans les meilleurs délais. D'autres projets sont en cours d'après le maire et ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Son objectif, intégrer Yoff dans le top 5 des communes les plus développées du Sénégal. Que la commune de Yoff s'inscrit dans la compétition des territoires parce que c'est ça la philosophie de gouvernance que moi j'ai pour cette commune. C'est pourquoi notre projet d'éclairage de manière systématique de quartier de notre commune est en route. La sécurité aussi, nous travaillons là-dessus. Le pavage systématique de toutes les rues de Yoff pour arriver à une commune zéro ensablement. Ce projet de réhabilitation de la voirie fait partie des nombreux projets du maire de Yoff. Sa priorité majeure est de mettre ses administrés dans de très bonnes conditions. Direction Saint-Louis, la capitale du Nord, entraîne bientôt une deuxième usine d'eau pour faire face à la demande en eau potable. Annonce du directeur général de la SONES à l'occasion d'un CRD spécial tenu ce matin dans la vieille ville. Le compte-rendu de Momar Alisnian et Mokhtar Seck. La préfecture de Saint-Louis a abrité un CRD spécial consacré à la sécurisation de la distribution de l'eau potable. D'importantes mesures sont annoncées par les autorités de la SONES. Près de 15 milliards de francs CFA pour la construction d'une grande usine, une nouvelle usine ici à Saint-Louis à Khor,
d'une nouvelle prise d'eau ainsi que d'un réseau de transfert, aussi bien pour l'eau brute que l'eau traitée, mais surtout renforcer la capacité de stockage, fortement renforcer, je dirais même, la capacité de stockage à travers la construction d'un château d'eau, là-bas sur un site à Sanar. Pourquoi Sanar? Parce que le développement de la ville de Saint-Louis ou de la commune, c'est dans cette zone-là, Sanar, Ngalel, Makatobe et autres. Cette annonce intervient après les perturbations que la capitale du Nord a connues la semaine passée. Une initiative dont se réjouit la commune de Saint-Louis. L'État a déjà pensé avant le phénomène qu'on a eu le week-end passé. Il avait pensé à augmenter davantage la production d'eau pour soulager les populations avec cet important projet. C'est pourquoi nous remercions vivement le président de la République, mais également le directeur général de son ministre et le CNO pour avoir pensé à Saint-Louis, ces trois villes qui sont concernées dans le Sénégal, et Saint-Louis en fait partie. Nous leur disons merci. Les populations de la vieille ville espèrent qu'à l'issue de ce projet, les problèmes de distribution d'eau seront définitivement résolus. Montmaralisnia, passons du nord au sud de Sédhiou, un nouveau plan d'assainissement de la ville en perspective. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal a effectué une descente sur les chantiers des eaux pluviales. Sur place, Dr Babacar Mbaye s'est dit rassuré. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. Au terme de cette visite de terrain effectuée sous un soleil de plomb, le DG de l'ONAS a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux. Avec une grande satisfaction que nous notons, la réalisation de ce projet qui en quelque sorte coûte près de 1,2 milliard, réalisé à 90-95%, donc c'est une grande satisfaction. Au-delà des recommandations faites pour améliorer ce système de canalisation, Dr Babacar Mbaye, qui s'est dit préoccupé par la fin des travaux avant l'hivernage, a constaté néanmoins des difficultés à certains endroits. Gilles Kounda qui reste donc à ce niveau-là, je crois qu'une portion de 150 mètres qui reste, mais une contrainte majeure parce qu'il va falloir tout simplement essayer de contourner parfois donc les tombeaux, et là évidemment des jagins ne pourraient pas évidemment y accéder. C'est un travail manuel que l'entreprise est en train évidemment donc de faire. Là aussi au niveau de la grande canalisation qui constitue le canal 10, pareillement aussi je crois que ce qui reste, c'est de stabiliser la dernière portion vers les rizières. Je crois qu'à une longueur de 150 mètres, ça permettrait tout simplement de finaliser carrément donc cette ligne. En guise de réponse à l'inquiétude des populations face aux inondations et au ravinement, le directeur a annoncé un nouveau plan d'assainissement qui prendra également en compte la gestion des eaux usées. Sédhiou bénéficie dans un premier temps d'un plan directeur d'assainissement qui prend tous les aspects en matière tout simplement de système d'assainissement au niveau de la ville, en termes de gestion des eaux pluviales, mais aussi en termes de gestion des eaux usées. Ça, c'est une première phase que nous avons en quelque sorte réalisée, mais les phases suivantes, on va suivre en quelque sorte le système que propose le plan directeur d'assainissement. La mairie, qui se félicite de cet accompagnement de l'État, promet de bien jouer sa partition dans l'entretien et l'usage efficient de ces ouvrages qui confèrent un visage nouveau à la vieille cité d'Ipakao. Le 3FPT, à travers son guichet de financement des entreprises et des organisations professionnelles, a organisé un atelier de travail au King Fahd Palace, avec les acteurs de la santé. Cette rencontre de validation des besoins de formation des établissements de santé a permis également d'établir un calendrier de mise en œuvre de ces formations. Abouté Disso et Barasso signent le compte-rendu. Cet atelier de formation consacre la validation des besoins de financement pour le renforcement de compétences du personnel de santé par le 3FPT. La responsable du guichet financement des entreprises et organisations professionnelles de cette structure souligne que leur ambition est de permettre au secteur de la santé d'être plus outillé pour répondre aux attentes des populations. Le secteur de la santé a été très impacté par la Covid ces 2 dernières années. Donc aujourd'hui, l'objectif du 3FPT, c'est d'appuyer les acteurs de ce secteur, le personnel de ce secteur, à les renforcer, à les capaciter, afin qu'ils puissent répondre aux besoins de la population. Donc aujourd'hui, le 3FPT s'engage auprès des acteurs de la santé pour pouvoir financer les différentes actions de formation et identifier aussi, valider surtout les actions de formation qui ont été identifiées. Quant au directeur des établissements publics de santé,
Il salue à sa juste valeur cette contribution de 3FPT. Ça a une portée extraordinaire au niveau des établissements publics de santé. Parce que pour ce qui concerne cette composante, on peut dire que nous avons une longue tradition de collaboration, de convention avec 3FPT, qui nous a valu en tout cas un renforcement de capacité et de compétences pour les personnels des structures hospitalières. Vous savez, l'hôpital est dans une perspective de perpétuelle résilience qui fait qu'à chaque fois, il faudrait qu'on s'adapte d'abord aux besoins des populations, mais aussi aux compétences et connaissances du personnel. Cette mesure vient s'ajouter à celle existante pour le mieux-être des populations, surtout en cette période de pandémie. Déjeuner à l'école désormais possible pour les élèves des CEM et lycées de Yène grâce aux cantines scolaires. La commune de Yène, qui a investi 10 millions de francs CFA dans le projet, espère booster les résultats des élèves avec une alimentation équilibrée. Babacar Seck, reportage. Les cantines scolaires sont devenues une réalité dans la commune de Yène avec l'inauguration d'une cuisine centrale. La mise en place de ces cantines va permettre aux élèves qui viennent des 10 villages de la commune d'avoir une alimentation équilibrée, ce qui peut influer de manière positive sur les résultats scolaires. En matière d'éducation et de nutrition, c'est qu'il y a une relation entre les résultats scolaires et une bonne alimentation. Autrement dit, partout où les élèves arrivent à être nourris correctement, de façon équilibrée, les résultats scolaires deviennent des résultats de qualité, autrement dit de bons résultats. C'est pour cela que nous avons pensé qu'en investissant au niveau donc de cette alimentation à travers les cantines scolaires, nous pourrons booster et améliorer les résultats de nos élèves. Pour pérenniser les cantines scolaires, la commune de Yène compte sur les partenaires locaux et la participation symbolique des parents d'élèves. Pour que ça dure, il y a la commune bien entendu qui va continuer à appuyer, mais surtout les partenaires que nous avons au niveau donc de la commune, les partenaires locaux qui pourront nous accompagner aux côtés des parents d'élèves et aux côtés du personnel éducatif également et des parents d'élèves. Je pense que ça peut aider à pérenniser cette expérience. Il faut rappeler que nous servons des repas subventionnés, mais quand même de façon symbolique, chaque parent doit contribuer pour 100 francs par repas. La mise en place de la cuisine centrale entre dans le cadre du programme de politique alimentaire territoriale du département de Rufisque avec l'appui du GRDR, l'Agence française de développement et le SICODEV. Et puis, inauguration de 5 infrastructures estimées à plus de 200 millions dans les communes de Mbadakhoune et Guinguinéo. Ces infrastructures sont réalisées grâce au PADES et à la coopération italienne. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a pris part à la cérémonie d'inauguration. Abstoumbaï et Adamassar pour le compte-rendu. Un poste de santé à Makakaouon, une école élémentaire à Kausarafal et un centre d'éveil communautaire à Mbadakhoune et à Guinguinéo. Voilà les réalisations du programme d'appui au développement économique et social du Sénégal. Des infrastructures qui visent à améliorer l'accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base, selon le représentant du PADES. La mission du programme, c'est de lutter contre la pauvreté dans l'axe protection sociale. Donc nous y sommes. C'est pour cela, non seulement on essaie de construire pour permettre à la population d'accéder aux services sociaux de base, mais aussi on fait un volet financement pour leur permettre donc de sortir de cette situation de vulnérabilité. Le maire de la commune de Mbadakhoune salue cette initiative. L'objectif du PADES, c'est d'accompagner les femmes et les jeunes à l'autonomisation. Mais pour les permettre à ces femmes-là d'atteindre ou bien d'aller vers l'autonomisation, il faudrait qu'on puisse libérer et leurs esprits et leurs bras. Et pour libérer l'esprit d'une femme, il faut quand même trouver une bonne santé. Pour libérer l'esprit et les bras d'une femme, il faut trouver là où au moins mettre l'enfant le matin. Et quand on a là où amener son enfant le matin, quand on a là où s'acquitter de sa bonne santé, et je pense qu'on devient une femme valide, une femme qui peut participer à l'économie et à l'émergence du Sénégal. Le coût des infrastructures réalisées dans le département de Guinguinéo est estimé à 206 840 058 francs CFA. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, les femmes seront les plus grandes bénéficiaires.
Le PADES, financé par le gouvernement italien, à hauteur de 12 milliards de francs CFA, a pour ambition de contribuer à l'autonomisation socio-économique des populations à travers la création d'opportunités d'emploi et de revenus, le renforcement de capacités et l'amélioration de l'accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base. Le processus de planification opérationnelle, organisé au démarrage du programme, avait permis d'identifier 25 communes d'intervention prioritaires, dont celle de Nguinguinéo. Il avait été inscrit dans le portefeuille la construction de 47 infrastructures, comprenant 18 postes de santé, 12 écoles communautaires, 11 centres d'éveil communautaires et 6 maisons de la femme. Ces infrastructures sont réalisées grâce à la coopération italienne. Parlons à présent de la dédicace du livre Le Sénégal et Mandela, le grand secret de Mamadou Ibra Kane, directeur général du groupe E-Media Invest. La cérémonie de dédicace a eu lieu au Musée des civilisations noires de Dakar. Elle a vu la présence de nombreuses personnalités politiques, religieuses, diplomatiques et même musicales. Toute la classe politique était au rendez-vous. Le grand secret dévoilé et dédicacé, compte rendu à Magor Robernian. C'est devant un grand public composé de sommités que le grand secret a été dévoilé. Au pupitre, plusieurs personnalités se succèdent, discours et témoignages sur l'auteur s'enchaînent. Ce livre de Mamadou Ibra Kane, Mère sur Mandela, réconcilie le Sénégal avec lui-même. On s'est rendu compte ici, en y voyant la classe politique, en y voyant l'opposition, que finalement nous sommes un très beau pays. Par moments, des envolées lyriques. Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, bref, le Sénégal et Mandela, une relation diplomatique entretenue en continu. Petit pays, porte ouverte sur l'océan, en Afrique de l'Ouest, qui a accepté, pour une fois, que les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud se rencontrent sur cette terre pour pouvoir dialoguer. Parce qu'à l'époque, il était interdit à un Blanc de rencontrer un Noir. Alors si ce Blanc, c'est le régime de l'Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela, ce n'est pas une interdiction, c'est une condamnation perpétuelle à ne jamais se rencontrer. Pourtant, le Sénégal l'a fait. Au-delà du personnage et de ses relations avec le Sénégal, il existe un lien d'amour entre Madiba et le Sénégal. Je n'ai pas seulement écrit sur Mandela, mais j'ai écrit aussi et surtout sur sa relation très profonde avec le Sénégal. En effet, j'ai aussi écrit en français et traduit en anglais sur le lien d'amour et de raison entre notre cher pays et le grand Madiba. Religieux, politiques, diplomatiques, parents, collègues et amis ont pris part à la cérémonie qui s'est terminée par une séance de dédicace. Et dans son discours, l'auteur invite les acteurs politiques à préserver la grandeur du Sénégal. Il appelle toutes les parties, pouvoir, opposition, société civile et population à un consensus fort. L'auteur du livre Le Sénégal et Mandela, le grand secret, Mamadou Ibra Kane, que voici au micro de Amago Robernian. Saisissant cette opportunité, la présence de l'ensemble de la classe politique sénégalaise, je crois qu'il y a au moins un dénominateur commun et un sujet qui, à mon avis, peut faire l'objet d'un consensus fort entre vous. Pouvoir comme opposition, société civile, homme de l'art, citoyen, anonyme, c'est la diplomatie sénégalaise, j'allais dire la grandeur du Sénégal. Nous devons toujours veiller à ce que ce pays soit grand et reste grand.
Et du musée des civilisations noires, nous nous rendons au Burkina Faso. Une mission gouvernementale a été à la rencontre des Sénégalais vivant au Burkina. Question de leur donner toutes les informations relatives aux 100 000 logements sociaux réunis en coopérative. Les Sénégalais avaient déjà mobilisé plus de 100 millions de francs CFA pour des terrains mobilisés, des terrains que leur avait promis le chef de l'État en 2018. Ndiagacham. Face à face entre le secrétaire d'État chargé du logement et la diaspora sénégalaise du Burkina Faso. Au menu des échanges, le programme de construction de 100 000 logements. Le projet 100 000 logements, il va au-delà des parcelles viabilisées. Donc nous sommes venus partager avec nos confrères, nos consoeurs de la diaspora pour expliquer, définir les modalités d'accès à ces logements et voir vraiment leur présenter ce projet qui est cher au président de la République, son Excellence Macky Sall, et qui a quand même eu l'adhésion de tous les Sénégalais. Des Sénégalais qui prennent note et qui interagissent. Des débats riches et contradictoires et à l'issue desquels des engagements ont été pris. Ça fait extrêmement longtemps que nous déplorons le manque d'informations sur pas mal de projets au niveau du Sénégal. Quand vous êtes à la diaspora, souvent vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Donc une mission comme celle-là est très bénéfique car ça nous a permis de poser directement nos questions et avoir les réponses à chaud. Les débats étaient très riches et à l'issue de ces débats, nous avons convenu de continuer à cotiser au niveau de la mutuelle, au niveau de la coopérative, d'adhérer aussi à une mutuelle de santé qui nous a été proposée et de continuer à nous mobiliser aussi pour encore mieux participer au développement économique du Sénégal. Un engagement qui rassure et qui fait déjà rêver. Avec les assurances qui ont été données par le président de la communauté sénégalaise, à l'occurrence le ministre Arona Dia, à coup sûr et dans les jours à venir, pour ne pas dire dans les mois à venir, peut-être ils vont passer de 132 millions à des centaines de millions. À la date du 20 mai 2021, la coopérative des Sénégalais établie au Burkina Faso a déjà mobilisé 132 millions de francs CFA et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une synergie d'action qui fait suite à une promesse du président Sall de leur octroyer des parcelles viabilisées. Cette rencontre alors sonne comme une concrétisation selon le président de la communauté sénégalaise. Et place à votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine au menu, le sommet de Paris sur les économies africaines. Dans son plaidoyer, le chef de l'État a demandé aux 20 pays les plus industrialisés du monde une injection de liquidités dans les économies africaines. Macky Sall estime que l'Afrique a surtout besoin d'une réforme de la gouvernance économique et financière mondiale. Pour le journal L'Info, le sommet de Paris, c'est la France-Afrique autrement. Le point avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. Le sommet de Paris sur les économies africaines suscite toujours des interrogations. Plusieurs chefs d'État africains se sont retrouvés dans la capitale française pour se pencher sur la relance des économies du continent. Pour le quotidien L'Info, en un mot comme en mille, c'est la France-Afrique autrement. On est au début d'un nouveau cycle. Il y a un cycle qui démarre et qui a un air de déjà-vu. On a déjà vu la France-Afrique mis en œuvre pendant des années et critiqué par les opinions publiques africaines, critiqué même au Sénégal où il y a des mouvements qui sont nés comme France Frappe, France Dégage. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont pris position contre cette France-Afrique qui est une sorte de néocolonialisme, d'exploitation de l'homme par l'homme et de détérioration des termes de l'échange dont parlait le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, depuis nos pères fondateurs, on a vu la France-Afrique. Avec la nouvelle génération de chefs d'État, on a vu la France-Afrique en œuvre. On croyait que
Macron qui avait crié haut et fort qu'il va signer le certificat de décès de la France-Afrique, est lui-même aujourd'hui le grand promoteur de la France-Afrique, mais autrement de manière beaucoup plus subtile. Parler de la relance des économies africaines hors du continent, un paradoxe que le grand reporter du journal n'a pas manqué de relever en page 4. Mais qui regroupe des chefs d'État africains et qui se tient en France. Ça, je crois qu'il y a un problème de fond. 17 ou 18 chefs d'État africains qui prennent leurs avions, vont en France, payent des nuitées dans les hôtels avec leurs délégations pour rencontrer un seul chef d'État français. Mais quand même, ça, au point de vue de la forme, c'est un paradoxe. Et deuxièmement, au point de vue du contenu, on nous dit que le thème de la conférence de Paris, c'était pour parler des économies africaines. Mais qui mieux qu'en terre africaine, sénégalaise, ivoirienne, togolaise, béninoise ou kenyane, sont mieux indiqués pour recevoir, parler des économies africaines avec des fils du continent. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a suffisamment d'expertise en Afrique pour débattre des questions de développement. Il y a suffisamment d'expertise dans l'Afrique. Donc moi, je pense que ce dont les Africains, nos dirigeants surtout, doivent s'en vouloir à eux-mêmes, même l'argent dont ils étaient allés chercher auprès des bailleurs de fonds occidentaux ou de la France, mais cet argent-là existe. Si on avait évité la corruption, les détournements, les contrats léoniens sur nos ressources pétrolières, nos ressources gazières, orifères, nos ressources, le zircon, le gaz, le bois, etc. Mais si ces contrats-là n'étaient pas des contrats léoniens, s'il n'y avait pas la corruption, les détournements de deniers publics, mais il y a, et aussi les amnisties fiscales. Des intellectuels y voient une nouvelle forme de domination économique de l'ancienne puissance colonisatrice. En allant en Afrique, en France, ces chefs d'État-là ont fait une grosse erreur et aujourd'hui, en tant que représentants de tous les peuples africains, ils ont humilié tous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre ces dirigeants et l'opinion publique africaine actuellement. Parce que les opinions publiques africaines, certains cadres sénégalais, certains cadres africains ont étudié dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités que les Français. Ils sont même promotionnaires aujourd'hui des ministres, des directeurs généraux de la France. Donc, ils ont les mêmes connaissances et les mêmes compétences. On ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'il faut être mieux pour savoir que la France est un pays pauvre, est un pays endetté, un pays durement frappé par le coronavirus, un pays qui est en récession. Donc, ce pays-là, quand même, il ne peut rien faire pour les pays africains. Donc, aller là-bas, je pense que c'est une grosse perte de temps et c'est un leurre, c'est de l'hypocrisie aussi. Et je pense que, comme on dit, je pense que nos chefs d'État persistent à vouloir faire de la France le premier partenaire. Je pense qu'il est temps que les pays africains diversifient leur partenariat parce que sinon, ils seront toujours au même endroit et qu'ils n'avancent pas à reculer. Sommet au cours duquel le chef de l'État a plaidé pour l'affectation de 100 milliards de DTS au lieu de 33 à l'Afrique. Face aux dirigeants des pays développés et des institutions multilatérales, Macky Sall a insisté pour une facilité d'accès aux vaccins et à des financements innovants. La finalité, faire face aux besoins des pays du continent. Quand on écoute le discours des autres chefs d'État, quand même par rapport à comparé à celui du président de l'Union africaine, le président et en même temps président de la RDC Congo, Tshisekedi, je pense que le discours de Macky Sall est meilleur que celui de Tshisekedi, qui a plutôt été presque qui est allé à Paris pour cirer les pompes de la France et ensuite condamner un peu les Africains qui gaspillent. Bon, Macky Sall, quand même, il a fait un plaidoyer pour c'est-à-dire réformer la finance, la gouvernance financière mondiale et que pour que l'Afrique aussi puisse avoir droit à obtenir ces fameux DTS, les droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire et au niveau de la Banque mondiale. Moi, je pense que c'est un plaidoyer qu'un homme que le bon sens peut comprendre. Donc, ce plaidoyer, c'est un plaidoyer qu'il fallait faire et que mettre le FMI, la Banque mondiale, devant le responsable et pour leur dire que on ne doit pas seulement donner les DTS, les droits de tirage spéciaux aux pays occidentaux qui, en retour, les donnent sous forme de prêts avec des intérêts aux pays africains.
Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. Tout à l'heure, le retour de Fou Réumutol à 23h. Revivez le show de 2 heures de Sidi Diop en plein cœur de ville de Kaolack. Bonne soirée et à demain.